dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ouais, ça marche. Okay. Cool. Il y a un truc que je voulais partager. En fait, moi, ce qui m'a donné le goût de la qualité dans le logiciel. Alors, le logiciel, j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin. J'ai commencé à programmer vers 9 ans, je crois. Je crois que j'ai pas entendu parler de tests unitaires avant genre 15 ans après. Donc ça, c'est un gros problème, mais bon. Je faisais mes tests moi-même à la main, à l'ancienne, quoi. Mais en fait, ce qui m'a vraiment donné le goût de la qualité, ou plutôt le dégoût de la mauvaise qualité, c'est la proximité avec les clients, les utilisateurs. Ma première expérience professionnelle, c'était de développer des systèmes de guidage pour les musées, des systèmes à la fois logiciels et hardware. Et avec mes collègues, on allait installer dans les musées, donc on était face aux clients, nez à nez avec le grand patron du musée. Et quand il y avait un bug, en fait, on se prenait le feedback client en pleine poire en temps réel. Et je peux vous dire que en fait, ça donne envie de bien bosser. Bien vérifier avant de l'installer, quoi. Ça, c'est le concept qui a été développé par un connard qui s'appelle XTeams. XTeams. Ouais. Regarde ça tu trouveras des articles sur ResearchGate, même si elle a publié un livre qui est disponible sur Amazon. Et ce concept en question pousse en fait à ce que dans l'équipe, il y ait un petit peu ce rôle de réseautage et d'ambassadeur pour que l'équipe, quelque part, sorte un petit peu de derrière son écran. Et je trouve ça génial parce que déjà, ça fait une boucle de feedback la plus petite possible, donc c'est génial en termes d'amélioration. Et surtout, ça m'a sensibilisé à me dire que en fait, le logiciel que je suis en train de développer, il y a vraiment des gens, des humains au bout. Et si on a un minimum d'empathie pour ces gens ou qu'on arrive à se projeter en tant qu'utilisateur de ce logiciel, on n'a pas envie que le truc fail. On n'a pas envie de passer pour des guignols qui font du travail de cochon. Et du coup, le terme plus ancien, c'est Gemba Work, il faut aller sur le terrain. C'est là que se passe l'innovation. Gemba, c'est le terme japonais. Ce que je poussais, moi, Olivier, en formation, ISTQB, ça n'en fait pas forcément partie dans l'ISTQB, mais la première question que je posais aux gens en formation, c'était qu'est-ce qui peut vous arriver de pire sur votre logiciel? Et la plupart des gens, en fait, répondaient le client n'est pas content, comme ça. Et aucun ne pensait, en fait, à ce que des gens puissent mourir par l'usage d'un logiciel. Personne ne se projetait sur le fait que demain, tu peux mourir. Et pourtant, des exemples, on en a plein. On a plein de dysfonctionnements logiciels, matériels qui ont provoqué malheureusement la mort de gens. Et souvent, les équipes n'ont pas cette prise de recul. Ils ne se rendent pas compte que quand tu travailles sur un logiciel pour croiser des données qui vont peut-être être consommées en fait, par du trafic ferroviaire derrière pour gérer finalement le système d'écuyage au niveau ferroviaire, et que si les données ne sont pas bonnes, tu as deux trains qui se rentrent l'un dans l'autre. Ah oui, effectivement, c'est pas la même. Les gens ne se posent pas cette question, en fait. Ils sont très terre à terre sur le projet. On est encore une fois sur une vision de projet. Les projets d'ailleurs de big data, là, ça me fait bien marrer parce qu'on focalise sur la data, mais on focalise sur la structure de la data. Réfléchissez à que fait cette data, à quoi sert cette data. Ok, il y a la structure, il y a la rapidité d'accès, tout. Mais pourquoi elle est là, cette data? À quoi elle sert? Si elle sert à éviter que les trains se collisionnent, on va peut-être faire un petit peu attention à la qualité de la data, du coup. Par exemple. Alors, les projets de big data, c'est génial pour justement On ouvre un autre thème. des cas d'usage tordus. C'est tellement un énorme débat. Je suis tellement d'accord avec ça, Benjamin. J'ai tellement vu ça à plein d'endroits où on se crée. On va créer une équipe data, on va faire de l'innovation. Trop cool, vous avez plein de données, mais ils sont pourris. C'est génial. mais tellement. Peut-être parce que le temps cool. Moi, j'aimerais bien dire un petit mot avant de partir, parce que malheureusement, je vais devoir partir à 45. Très sincèrement, moi, je pense que est-ce qu'on peut faire de la qualité sans test? Je pense absolument pas. Ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Arnaud. Par contre, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le test est la responsabilité du quality engineer ou du quality assurance engineer
ou voilà, du quality engineer. Voilà, pour moi, la question est plutôt là. À qui revient cette responsabilité du test? Voilà, j'ai vu tout à l'heure la partie sur les slides très amigueuse. J'ai vu qui avait écrit ça. Mais moi, je pense que vraiment, il y a un vrai sujet sur comment rendre en fait ces équipes responsables de la partie test et comment développer les missions des équipes QA pour que ça soit pas réduit au test. Voilà, c'est tout pour moi et j'ai vraiment adoré échanger avec vous. C'était ultra intéressant. J'ai bien une réponse à te proposer. Moi, Farah, à ta question, qui est responsable? Pour moi, c'est celui qui déclenche ce pourquoi le projet existe. C'est Dieu. Exactement. Non, mais La RCA, la route cause le responsable, ça. Et revenons à des aspects purs juridiques, au moins en France. Une entreprise demain provoque par je ne sais quelle raison des morts directement liées à leur logiciel. C'est le patron de l'entreprise qui va potentiellement en tôle et qui est responsable. Hop, Volkswagen, c'est pas lui qui fait. L'homme de l'art, c'est nous. C'est donc vers lui que va se tourner le problème. Le principe de délégation, c'est donc ta faute. Donc le CEO, il ne sera jamais en prison pour ça. On n'est pas sauvé avec ce problème-là en plus de tout ce qu'on avait déjà à faire. Là, si en plus on se retrouve en prison, alors là. C'est une délégation de service, effectivement, c'est la société prestataire qui est responsable. Et donc, potentiellement, le responsable de cette société prestataire, ou par délégation, le responsable d'agence. Le Dieselgate, il a été démontré que c'était le développeur qui, pareil, comme ça, à un moment donné, je me suis retrouvé en position de CHSCT, et on t'explique par A plus B que, ben oui, tu es l'homme de l'art, c'était ta mission, c'est donc toi qui es responsable. C'est ça le problème. Peut-être au niveau professionnel, mais au niveau juridique, je ne suis pas sûr. Au niveau juridique, je ne suis pas sûr. Au niveau juridique, directement. L'exemple du grutier qui est expliqué en cas d'école. Le grutier devait monter dans une grue sous la pression du management. Le grutier disait, il y a du vent, si j'y vais, ça va poser problème. Tu montes ou t'es viré. Le mec, il est monté. La grue est tombée dans une cour d'école. C'est lui qui était responsable, juridiquement parlant. Littéralement. Parce qu'il y a après, il faut qu'on te donne. Je ne parle pas du grutier, je suis désolé pour lui, mais après, il faut qu'on te donne les moyens d'exécuter ta mission dans de bons cas. Qui est-ce qui est responsable des tests? C'est celui à qui on a donné un budget temps pour les écrire. Hein. Ça peut être les développeurs, ça peut être des testeurs, ça peut être des automaticiens, ça peut être tout ce monde-là en même temps. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que si on dit les tests Walou, nous, ce qu'on veut, c'est des fonctionnalités, il n'y a pas de test. Hein. Et ça, la responsabilité, elle est sur le chef de projet, entre guillemets, enfin sur le responsable du projet ou du produit, et elle se situe généralement à des niveaux de management. Ce serait intéressant vraiment d'étudier la question juridiquement, parce que je pense que d'un pays à l'autre, c'est pas en plus les mêmes. Non, c'est pas la même chose. Et ça serait très intéressant de voir où se situe la vraie responsabilité. On parlait de prise de perspective des équipes, donc effectivement, la prise de perspective par rapport à l'empathie dont parle Olivier, mais la conséquence effectivement juridique sur ta propre existence. Et au-delà de la compétence juridique, c'est intéressant. Uncle Bob essaie d'expliquer comment ça, on voit l'argent à travers de façon trop dogmatique et hélas, que c'est la responsabilité du développeur. Même si à la fin, il peut ne pas être accusé parce que la juridiction est différente, mais c'est sa responsabilité de prendre conscience que ça peut tuer, etc., etc. Ah oui, la prise de conscience, oui. Mais après, quand je dis juridique, moi, c'est grosso modo, il y a un juré qui dit vous allez en tôle. Et chaque pays différent. Qui va en tôle? Grosso modo, qui va en tôle? On a une obligation de maintenance et donc de SAV, alors qu'en Hollande, ils ont obligation de test par rapport à la loi. Ce qui est deux approches vraiment différentes. Hein. Ça, c'est intéressant aussi parce que pour moi, si c'est pas le patron de la boîte, ça serait plutôt. Moi, j'irais voir le gars qui a fait le commit. Oh, le pauvre. Vraiment, le bug, la personne qui a introduit l'anomalie dans la code base, j'irais voir cette personne-là. J'irais pas voir la personne qui a mal testé ce truc. Ouais, mais si c'est pas un problème qui est dû au commit, si c'est un problème d'infrastructure client qui est différente de l'infrastructure de développement et que le développeur il y peut rien, le pauvre, tu le crucifies aussi? Le problème, c'est que le CEO a plus d'argent pour payer l'avocat que le développeur. Je pense que ça tire effectivement des enjeux. À mon avis, les jurisprudences, s'il en existe, ça doit être assez intéressant
à voir en tout cas. C'est compliqué. Mais C'est Benjamin, je veux Ouais. juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, après, il y a quand même une différence ayant travaillé dans les secteurs normés et non normés. Les secteurs normés où il y a le médical, les trains, les voitures, des choses comme ça, clairement, on est un peu plus sensible à la qualité et le besoin de bien faire les tests quand même. Et j'y oppose l'autre monde où clairement, là, c'est n'importe quoi. Voilà. Ah bah, c'est sûr que la FDA, par exemple, aux États-Unis, de toute façon, c'est simple, tu passes pas le tampon, tu commercialises Non, pas. c'est ça. Après, passer le tampon peut parfois c'est aussi une farce. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, Mais c'est autre chose. ça, c'est encore un autre débat. Mais effectivement, tu es censé, en tout cas, expliquer par A plus B que tu as tout un processus qui t'assure que tu vas faire quelque chose de qualité. C'est ça. Après, Mais bon. tu peux composer avec ça. Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez, parce qu'encore une fois, on parle de tests, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ouais. Est-ce que vous voyez des trucs qu'on n'aurait pas évoqués, qui participeraient à la gestion de la qualité et qui ne seraient pas du domaine du test ou d'un truc apparenté, hein, on ne joue pas sur les mots, vérification, validation. Craftsmanship. Ouais, Ouais, craftsmanship, je suis d'accord. on en a parlé, excellence, oui, pour moi, ça fait partie, sachant que le logiciel parfait, pour moi, il n'existe pas, c'est un mythe. Donc, c'est pas forcément excellence, pour moi, c'est suffisamment bon, acceptable. Mais il est relatif, la qualité est relative. Donc, c'est pour ça que je disais, chacun va avoir sa notion de qualité. Maintenant, c'est trouver un espèce d'équilibre entre tout ça, mais surtout cet équilibre, il doit aller avec les objectifs de l'entreprise. Parce que tu peux aussi trouver un équilibre, mais ça ne va pas du tout avec les objectifs de l'entreprise. Et là, pour moi, il n'y a pas de qualité. Et tu peux même avoir, si tu veux, allez, on va aller jusqu'au bout. Tu trouves l'équilibre entre tout ça, ça va avec les objectifs de l'entreprise, mais l'entreprise était à côté de la plaque par rapport aux besoins clients. Pas de qualité. Pour moi, le sujet dont j'aurais peut-être traité, c'est le principe d'amélioration continue ou Kaizen, ou je sais pas comment on veut l'appeler. Puisque si on se dit que on ne peut pas atteindre l'excellence absolue, ça n'existe pas. Il n'y a pas de logiciel idéal ou de produit idéal. Par contre, on peut essayer d'atteindre le but asymptotique. En fait, on peut se rapprocher le plus possible, mais on peut toujours faire mieux. Et sachant qu'en plus, les besoins clients ou les besoins business évoluent. Donc, ce qui était parfait la semaine dernière ne l'est plus cette semaine. Donc, il faut pouvoir réajuster. C'est le deuxième but de Christophe. Moi, c'est ce truc-là que j'ai du mal à mettre en place dans mon entreprise. C'est très bien, il y a des bugs, machin, des anomalies, des incidents, des erreurs de conception, des choses comme ça. Maintenant, j'aimerais que les équipes prennent du temps. J'essaie de travailler avec l'équipe agile, je pense qu'elle aussi est très alignée avec ça. Comment ces équipes-là, qui d'habitude font que du run, du rush pour avoir leur sprint et leur bonus, prennent un peu de recul et se disent, voilà, comment on aurait pu éviter ces 3 incidents ce trimestre? Comment on aurait pu ne pas avoir ces bugs? Comment on aurait pu s'apercevoir que c'était pas la bonne feature pour nos clients plutôt que de développer un truc pendant 3 mois, de faire un A/B test et s'apercevoir qu'en fait c'était complètement bidon comme hypothèse? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire du fast prototyping en quelques jours avec un PowerPoint ou une allumette et un bout de ficelle? Moi, je vois. Je suis désolé, hein, je remets la responsabilité sur les managers qui sont censés fournir le cadre à leurs équipes, voilà, pour se former, pour monter en compétences, pour avoir le temps d'assurer leur mission. Et puis, quand ils sont en mode projet, d'avoir une pression raisonnable qui leur permette de prendre en compte des attributs qualité et pas que de la nouvelle fonctionnalité, quoi. Ça me va, mais comment moi, en tant que chef de la qualité, j'agis auprès de ces managers-là? Parce que justement, je pense que c'est pas ta responsabilité. Mais moi, je parle, je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une responsabilité des managers. Toi, en tant que responsable qualité, tu peux aller parler au manager en disant ça serait bien que vous regardiez là. Mais au final, je veux dire, s'ils ne créent pas cet environnement-là, tu peux rien faire. Tu leur lire le management 3.0 ou fais-leur un résumé.
C'est pas mal. Je vais devoir vous laisser. Je suis désolée, j'ai une on réunion a qui a pas mal commencé dérapé en plus, nos il problèmes. y a 3 minutes. C'est Moi, vrai, ouais. ouais, Il est midi pour toi, il est oui, 13h, c'est ouais. ça. Enfin, là, il est 13h48. Moi, si je dois vous laisser, si je vous laisse sur des conseils, la communication, collaboration et la bonne communication. Pas la communication pour que les gens s'entendent, mais pour qu'ils voient la même chose. Parce que vous n'allez pas forcément les faire s'entendre, mais par contre, vous pouvez diriger le regard sur la même chose. On a plus facilement une action là-dessus et déjà ça va amener beaucoup de qualité. C'est les Beaucoup. tissages aveugles et l'éléphant. Pardon? C'est les tissages aveugles et l'éléphant. C'est une OK. fable indienne. On demande à six sages aveugles de décrire un éléphant. Donc on amène le premier aveugle devant le ventre et dit mais c'est un mur. Pour moi un éléphant c'est comme un mur. Après devant les pieds, ah mais c'est des piliers. L'autre devant la trompe et dit mais pas ce truc, et etc., etc. Et en fait tous ont tort et tous ont raison. Et c'est un petit peu souvent lorsqu'on regarde, ouais, c'est une philosophie indienne ce truc-là, le jaipurnisme de mémoire. Et en fait, le problème, c'est que c'est très difficile de faire le tour de cet éléphant. Très difficile. Bah, c'est ça. Et ben, je ne connaissais pas, bah, c'est la même logique, c'est que je donne raison à tout le monde et c'est l'ensemble qui va nous donner la vraie vérité, l'objectif, etc. Je vais devoir vraiment vous laisser. Oui, man. C'est pas bien d'être en retard ici. Et Imen, pour compléter, pour moi, ce que tu viens de dire, juste, c'est laisser les gens ayez confiance en eux, quoi. Laissez-leur parler entre eux. Le développeur va pas bouffer le client va pas bouffer le développeur. Hein. Je vous assure que par mail interposé, ils peuvent se bouffer. Dès que les gens se voient, tout de suite, il y a une animosité qui est ouf. Le rôle du Parce qu'il y a manager, c'est de d'organiser des l'humanisme. repas. Mais non, mais il y a de l'humanisme qui rentre en jeu. Ça, pour le coup, je te trouve vachement optimiste. Je peux te présenter à 2-3 clients. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est très optimiste, mais c'est un peu bisounours. Mais aimez-vous les uns les autres et vous verrez que vous arriverez peut-être à construire des choses ensemble. Quoi. On peut avoir des divergences, mais Bon, allez, ça se sur partage ce, des je vous laisse divergences. vraiment. Salut, man. Allez, salut, à bientôt. Bonne journée. Merci. Les divergences, pour moi, ça se partage. Et puis, à la fin, il peut y avoir quelqu'un qui va trancher sur ces divergences. Mais quand on a pu tous exposer son avis, je pense que ça passe beaucoup mieux que de jamais avoir pu, ne serait-ce exposer l'avis aux personnes clés derrière. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus constructif de toute façon, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord, Arnaud, ça peut être compliqué parfois. Ouais. On n'avait pas cité la loi de Conway encore, donc voilà, c'est fait. Il y a un truc qui me dérange dans tout ça, en fait. On dit effectivement, Arnaud, tu disais, c'est la responsabilité des managers. Moi, je l'entends tout à fait, hein, parce que j'étais manager IT auparavant. Je comprends tout à fait, mais ce qui m'intrigue quand même, c'est que le sujet qu'on aborde là, ou d'autres sujets liés à la qualité, ça intéresse que nous, en fait. Et c'est ça le vrai problème. Pourquoi est-ce que dans le grand cadre, dans le grand monde du software engineering, il y a des spécialités telles que des architectes qui font des conférences à des architectes, il y a des QA qui font des réunions avec des QA, il y a des Audit-compte, rencontre de audit-compte, exactement. C'est ça. Et c'est ça le vrai problème de la qualité, c'est pourquoi ce truc-là, c'est pas simplement un vecteur, une dimension de tout le reste, plutôt qu'un sujet à part entière. Donc, moi, j'aimerais bien que les devs qui font des conférences sur PHP parlent de qualité aussi. Mais je pense que ça vient tout doucement, mais effectivement, c'est pas encore un sujet partagé par tout le monde parce que c'est moins stratégique que les nouvelles fonctionnalités, faire de l'argent, voilà. Mais comme disait Iman, je crois tout à l'heure, dans un contexte qui va être de plus en plus concurrentiel parce que ça va pas s'améliorer, ça va peut-être le devenir. Et d'ailleurs, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, je suis chassé en permanence plusieurs fois par jour. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, quoi. C'est clair. Mais du coup, tu poses la question, Sylvie, les communautés de pratique, en fait, ont-elles une réelle pertinence? Apportent-elles un bienfait? Ou au contraire, cherchent-elles encore à siloter par rôle la qualité?
Ouais, faut un Parce qu'une équilibre communauté de aussi pratique, sur c'est la chacun son prisme. horizontaliser un peu plus des communautés de pratique, effectivement, que ce soit des PO, Dev, Archi, QA, Ops qui se parlent un peu plus, quoi, en fait. Faut arrêter de se le garder pour soi. Il faut Ouais. arrêter que ça soit une chasse gardée. Puis il faut arrêter de parler de QA, il faut parler de qualité. Ouais. Et voilà. Ouais. Ouais, Moi, dans ma boîte, malgré le fait qu'on ait largement communiqué sur le fait qu'on avait un nouveau paradigme, qu'on n'avait plus de testeurs attitrés, donc c'était le métier, on a expliqué ces principes de shift left, shift right et compagnie, BDD et autres. Moi, j'ai des gens qui me contactent, ils me disent voilà, on va bientôt livrer un projet, on aura besoin de vous pour faire nos tests end-to-end. Mais non, mais pourquoi? Mais quoi? Test end-to-end de quoi? Selon quels critères? Et pourquoi vous nous appelez 6 mois après, quoi? Mais c'est fou. Ça me rappelle ce que tu disais, Antoine, sur le ROI de l'automatisation. Tu poses une question sur des sujets qui sont devenus un non-sens, en fait, en tant que tel. Ouais, carrément. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!